Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette journée régionale où on va parler laïcité. Bienvenue dans ce lieu, le NPJJ. Donc, nous allons nous présenter, nous sommes les animateurs de la journée. Donc Morgane Petit, directrice de l'IREV et du CRPRS. Donc bonjour à toutes et à tous. Et Pierre-Édouard Martin, directeur adjoint de l'IREV. Donc pour cette journée, donc nous démarrons à l'heure, une longue journée de travail et d'échange où évidemment nous nous situons dans une posture d'abord d'apprentissage, de bien comprendre ce qu'est le cadre de la laïcité. Et je remercie en cela vraiment vivement Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui nous proposera un temps très clair pour que nous soyons bien dans les termes du débat de cette journée. Et puis évidemment une posture aussi d'échange, puisqu'on aura la matinée et cet après-midi des temps d'échange, de pratique, sur comment fait-on vivre la laïcité au quotidien, dans nos pratiques professionnelles, dans nos pratiques associatives notamment. Donc tout le monde a pris place sur son fauteuil, a sorti son petit carnet, son PC pour prendre des notes. Je pense que la journée va pouvoir commencer. Et donc pour ouvrir cette journée, je propose à Madame Alla, Madame Milouda Alla, tout à fait déjà, nous sommes à l'heure, conseillère régionale Hauts-de-France, vice-présidente de l'IREV et donc du CRPRS, de venir ouvrir cette journée. Merci Madame Alla. Ah oui, ça fonctionne très bien. Vous m'entendez ? Bon, très bien. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Avant de tous vous saluer, bienvenue à Roubaix. Et là, j'agis en qualité d'élue locale roubaisienne. On est toujours ravis d'avoir autant de monde. Et à l'ENPJJ, j'en profite d'ailleurs pour remercier l'école pour son accueil qui est toujours de très grande qualité. On est dans des très beaux bureaux. Je fais un petit clin d'œil à l'ancienne directrice que je viens de rencontrer. Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs en vos qualités et titres, que vous soyez fonctionnaires, représentants de collectivités, les citoyens et associations, je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui à vous être déplacés. Cette journée régionale ne pourra se faire et ne peut se faire sans le partenariat très fort qui accompagne le Centre de ressources de prévention des radicalités sociales, le CRPRS. Ainsi, autour de ce partenariat, nous avons l'État, avec les préfectures du Nord, avec la préfecture de l'Aisne qui a rejoint la dynamique, mais aussi celle du Pas-de-Calais. Et nous avons aussi un partenaire qui est de longue date, un partenaire très engagé sur le sujet des radicalités sociales, qui sont les CAF. Je voudrais ici remercier la CAF du Nord, mais aussi la CAF de l'Aisne, qui a rejoint, comme je le disais, cette dynamique. Ce soutien est très, très largement partagé et porté par la région des Hauts-de-France, que je représente ici, et je représente le président Xavier Bertrand, puisque nous avons ensemble, et auprès du préfet, en compagnie du préfet de région Michel Lalande, nous avons eu le plaisir d'inaugurer le Centre de ressources de prévention des radicalités sociales en mars de l'année dernière, et ça a été vraiment un plaisir pour moi d'y participer. Le soutien de la région des Hauts-de-France, au-delà d'être moral, est aussi financier et se traduit de manière opérationnelle par un engagement que nous avons pris l'année dernière qui est très fort. Ainsi, nous avons mis en place un plan régional en matière de prévention de la radicalisation, mais aussi de soutien aux valeurs de la République et de la valeur de la laïcité au sein même de l'hôtel de région. Mais je sais que Emmanuel Chèvre vous représentera tout à l'heure dans un atelier l'ensemble des opérations que nous menons de prévention sur ce plan. Comme je vous le disais, aujourd'hui, vous êtes très nombreux à avoir répondu à cet appel et je voudrais vous en remercier. Vous verrez que le Centre de ressources de prévention des radicalités sociales tendra à nous éclairer sur les phénomènes de radicalité sociale, y compris celui de la radicalisation du fait religieux, et un atelier vous sera présenté tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour discuter ensemble de la laïcité. Je ne dirai pas de mots sur la laïcité, je pense que je laisserai faire et émerger les ateliers, puis vos débats dans les ateliers. Cette journée à laquelle vous participez est une journée qui est organisée par l'IREV, dont je salue l'équipe. Je ne vais pas tous les présenter, mais c'est une super, super équipe qui fait un travail magnifique sur une très, très grande région. On n'est pas beaucoup, mais en tout cas, ils donnent beaucoup
de leur temps, même parfois très tard et même parfois dans la nuit. Il faut vraiment qu'ils se calment un petit peu, n'est-ce pas Morgane? Je voudrais saluer au sein de cette équipe, qui est l'équipe de l'IREV, Adrien, qui est ici, non, qui est à l'extérieur et qui est en fait le pilote sur le centre de ressources de prévention des radicalités. Cette journée va nous permettre d'agir collectivement et nous allons aujourd'hui nous parler, nous écouter, mais aussi nous instruire et entendre en la présence de scientifiques, d'experts, mais aussi de monsieur Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et que je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue à Roubaix et dans la région des Hauts-de-France. Et enfin, je terminerai en remerciant spécifiquement les très très nombreuses associations citoyennes et leurs représentants qui ont fait le déplacement parfois de très loin, parce que vous savez que la région des Hauts-de-France est une très très grande région. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de faire des discours d'ouverture sur des journées organisées par l'IREV, et à chaque fois, 3/4 de l'Assemblée est portée par les associations citoyennes. Je le dis parce que je suis personnellement persuadée que rien, malgré nos motivations et nos ambitions politiques portées par l'État, portées par les élus, rien ne se fera sans le regard des acteurs de terrain que vous représentez aujourd'hui en vos qualités et titres, que ce soit les associations, les conseillers citoyens, les centres sociaux, enfin beaucoup d'associations. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée et puis qu'il me soit permis aussi, puisque nous sommes encore dans les temps, de vous souhaiter à tous et à toutes, à vous-même, à vos familles, à vos proches, une excellente nouvelle année 2020 cette année, et puis si on ne se voit plus, pour toutes les prochaines autres années. Merci. Merci, Madame Alla. Je propose à Johanna Buchter, sous-préfète en charge du territoire roubaisien, de rejoindre le pupitre. Donc, merci de votre présence. J'en profite pour excuser le préfet délégué à l'égalité des chances, Daniel Barnier, retenu pour une réunion à Paris. Merci de votre présence. Bonjour à tous. Effectivement, je remplace le préfet qui est retenu pour une réunion des préfets à Paris, à laquelle il n'a pas pu se soustraire. Madame la conseillère régionale, vice-présidente de l'IREV, mesdames et messieurs les élus, monsieur le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je souhaitais effectivement, comme Madame Alla, vous souhaiter une très bonne année 2020 qui va nous demander un engagement encore plus important au service de nos concitoyens. Merci beaucoup à l'ENPJ qui nous accueille dans ces locaux magnifiques que je découvre, mais que je suis ravie de découvrir. Et merci à Madame Morgane Petit pour cet événement qui s'annonce absolument passionnant et très important. Merci à tous surtout pour votre présence, parce que ce qu'elle indique, c'est que c'est un sujet essentiel et qu'on a besoin de se voir pour s'en parler. Et donc merci à vous d'incarner cette ambition-là. Merci aussi à Monsieur Cadenne, qui est venu ce matin pour répondre à toutes les questions que vous allez vous poser et que nous pourrons débattre ensemble. Je ne doute pas que son intervention va nous éclairer, mais aussi toutes les autres interventions qu'on aura aujourd'hui. Je ne doute pas qu'elles nous permettront d'avancer sur ce sujet qui est fondamental. La laïcité, c'est un sujet fondamental parce que c'est un principe qui est au cœur de nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas de mystère. La laïcité, c'est d'abord la liberté. C'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, de croire un peu, puis de changer d'avis, de changer de religion. La laïcité, elle dit que l'État n'impose aucune religion, ne favorise aucune religion, mais qu'elle nous protège tous. La laïcité, ensuite, c'est l'égalité. Parce qu'il n'y a aucune religion qui est au-dessus d'une autre, parce que l'athée, le croyant, chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs, et a la même loi qui s'impose à lui. Et enfin, la laïcité, vous l'avez deviné, c'est la fraternité. Ça veut dire quoi, la fraternité? C'est pas seulement la coexistence les uns à côté des autres, c'est l'envie de vivre ensemble, l'envie de se parler, l'envie d'apprendre les uns des autres. C'est un principe que je considère, moi, comme vraiment humaniste, au sens propre, mais qui est aussi une exigence parce que ça nous demande d'aller vers l'autre. Nous vivons une période un peu compliquée, où on a une actualité internationale très complexe, très inquiétante, des crispations qu'on observe dans la société française autour du fait religieux. La laïcité, elle fait l'objet de confusion, de questionnements, de débats qui sont souvent légitimes,
mais aussi parfois d'instrumentalisation, parfois volontaire. On le voit ici à Roubaix, je suis sous-préfète pour Roubaix, alors c'est ce que je connais le mieux, mais ailleurs aussi, il y a un besoin de clarté là-dessus. Il y a un besoin d'aller voir les gens, de leur parler de ces sujets-là, un besoin de dialogue, un besoin de rassurer notamment les jeunes, dont une partie, je pense, croit ou a entendu dans son entourage que, en fait, la laïcité, c'est contre leur religion. Et donc, c'est une oppression. Alors que la laïcité, c'est la liberté, c'est le fait de vivre tous en capacité de vivre la religion qu'on a, ou l'absence de religion qu'on a, avec les autres. Donc dans ce contexte de confusion, on a besoin de journées comme celle-là pour mettre les choses à plat, s'en parler, pour dépassionner le débat et pour se dire comment on peut vivre ensemble avec nos différences, en respectant ses valeurs. Et pour ça, je pense qu'il faut revenir à des repères très simples, parce que c'est parfois très compliqué. Il y en a 3, selon moi. Le premier, le respect de la loi de la République. La loi de la République, c'est la même pour tout le monde. C'est pas la loi d'un groupe, c'est pas la loi d'une personne, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi qu'on a décidée ensemble par nos institutions démocratiques. C'est pour ça que ça nous donne des repères qui nous permettent de vivre ensemble. Et c'est important qu'elle prime toujours sur les lois ou les règles particulières. Le second repère, ça doit être le dialogue, comme aujourd'hui. On a besoin d'espaces comme aujourd'hui qui montrent que la laïcité, c'est pas une chape de plomb qui nous empêche de parler, c'est pas une idée fermée, c'est pas une exclusion des autres. La laïcité, c'est un moment d'échange, c'est un principe vivant. Il faut qu'on puisse en parler ouvertement et il faut qu'il y ait personne qui soit en capacité de confisquer ce débat. Le troisième repère, c'est qu'il faut qu'on soit intraitable sur les valeurs. Et ça, c'est très important. Il y a la liberté individuelle, mais nous avons des valeurs en République que nous partageons tous et qu'il faut qu'on défende systématiquement partout. Je donnerai 3 exemples très simples que vous imaginez bien. Le premier, l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça doit être partout, sans exception, tout le temps. Le deuxième principe, le respect de chacun, chaque personne. Ce qui nécessite aussi la volonté de vivre avec les autres. Pas de division, pas de haine, pas de mépris en République. Et enfin, le troisième principe important qu'il faut que nous fassions respecter avec vigilance, c'est qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Parce que la laïcité, c'est pas quelque chose qui exclut, c'est quelque chose qui nous protège tous. Et si nous avons encore des discriminations, cela discrédite ce principe qui est un principe fondamental de notre République. Donc voilà les 3 principes, 3 repères qui, je pense, peuvent nous guider. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de débats dans le détail, l'application à la laïcité à l'école, dans l'entreprise, des choses très compliquées et en même temps finalement simples quand on arrive à se parler franchement. Donc j'ai beaucoup parlé, je voulais vous faire passer ce message. Je voulais vous dire aussi que depuis 2015, l'État a mis en place voilà, des formations très intéressantes sur les valeurs de la République et à la laïcité, où je veux m'inscrire d'ailleurs. J'ai pas pu pour l'instant. C'est essentiel, je pense, pour qu'on se partage cette connaissance, qu'on ait tous les mêmes mots pour dire les choses, parce que parfois, le simple fait de ne pas se comprendre sur les mots crée de la confusion. Donc je vous invite à vraiment y participer, à inviter les jeunes de votre quartier, vos voisins, vos gardiens d'immeubles, parce que je pense qu'on a tous besoin de se comprendre sur ces sujets-là. De la même façon, je vous invite à vous référer à ce que fait l'IREV, à ce que fait l'Observatoire de la laïcité pour continuer d'apprendre, continuer de diffuser cette connaissance. Voilà, cette journée elle va être passionnante. J'espère qu'elle portera des fruits très très concrets, à la fois en termes de compréhension, mais aussi en termes de projets, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez compter sur l'État pour soutenir des projets qui se développeront dans ce sens-là. On a besoin de vos idées. Et bon travail, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète. Donc, on va vous représenter rapidement le programme parce qu'il y a 2-3 petites choses qui ont évolué depuis votre inscription. Donc nous venons de vivre les propos d'ouverture et vraiment merci à la région et à l'État pour ce soutien et ce temps de cadrage de l'intention de notre journée. Effectivement, un temps d'éclairage, un temps de clarification et surtout un temps d'échange. Donc ce matin, nous serons dans l'amphi pour une série d'interventions de cadrage portées en priorité
présenté par Nicolas Cadenne, donc rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Un deuxième temps qui sera plutôt un temps de table ronde avec Ismaël Ferrat, auteur des Foulards de la discorde, retour sur l'affaire de Creil en 1989, et Nicolas Cadenne autour de l'étude sur l'expression de la visibilité religieuse dans l'espace public. Et puis, pour finir la matinée, un retour sur le plan de formation valeurs de la République et laïcité que vous avez abordé, avec une présentation du plan au niveau national et puis sur la région, ce que ça donne en termes de formation depuis que ce plan est lancé depuis 2015. Et cet après-midi, donc ce midi, nous déjeunons sur place. Et puis cet après-midi, c'est là qu'il y a un petit changement. 3 ateliers finalement en simultané. Le premier, vous l'avez mentionné, c'est la laïcité au travail. Effectivement, avec le témoignage notamment du conseil régional sur le plan de formation des agents, mais également l'apport d'une avocate en droit social. Il se situera au premier étage, salle Michelet. Le deuxième atelier qui a remporté le plus de succès, c'est comment créer un projet autour de la laïcité, comment faire vivre la laïcité au quotidien, notamment avec les habitants, avec les citoyens, en s'appuyant sur le milieu associatif. Donc cet atelier sera animé par Francesca Duhamel, chargée de mission CRPRS, qui est la cheville ouvrière de cette journée. Donc convient aussi de ne pas l'oublier. Cet atelier, compte tenu de son succès, se tiendra ici, avec les témoignages de la Fédération des centres sociaux et de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Et puis un troisième atelier sur la laïcité à l'école qui se déroulera salle Prévert au 2e étage et qui permettra d'aborder toutes les questions qui peuvent se poser à l'école et surtout les réponses qu'on peut apporter au corps enseignant, au personnel et aux agents, aux familles et aux élèves. Voilà un atelier qui va servir à faire le tour des dispositifs qui peuvent exister justement pour régler et pacifier les problèmes qui peuvent se rencontrer dans l'éducation nationale et dans l'école en général. Et à 16h30, nous terminerons notre journée par une ouverture en partenariat avec la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, donc que je remercie vraiment de sa réactivité et de sa souplesse compte tenu du report de la date. Donc Monsieur Rérol, directeur interrégional, viendra conclure notre journée et vous présenter un outil riche, une exposition, le livre géant de la laïcité, acquis par la DIRPJ, qui est aussi un outil qui sera à votre disposition, qui sera présenté pendant un mois, je crois, au sein de l'école. Et l'auteur de l'exposition est également présent et pourra répondre également à vos questions toute la journée. Et puis nous aurons le plaisir de vous offrir un petit rafraîchissement léger avant que vous puissiez reprendre la route. Voilà, nous ne serons pas plus longs. Et puis bien sûr, l'ensemble de l'équipe du CRPRS et de l'IREV est à votre disposition toute la journée pour répondre à vos questions. Encore merci à eux pour leur mobilisation. Et nous allons laisser la parole à Monsieur Cadenne, donc rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. La laïcité, cadre historique, juridique, quels sont les enjeux actuels également. Monsieur Cadenne, encore merci beaucoup de votre présence. Merci. Bonjour à tous. Madame la conseillère régionale, vice-présidente de l'IREV, Madame la sous-préfète, Madame la directrice et Monsieur le directeur adjoint de l'IREV, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier l'IREV et le CRPRS pour cette invitation à venir parler avec vous et échanger ensuite sur la laïcité, principe républicain essentiel et sur lequel l'actualité nous ramène sans cesse. Mais aussi, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2020. Alors permettez-moi de commencer cet exposé en rappelant succinctement ce qu'est l'Observatoire de la laïcité, créé en mars 2007 par Jacques Chirac. Cette instance a finalement été installée en 2013 par François Hollande. Et puis finalement, en 2018, après qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe aient renouvelé notre instance, l'Observatoire de la laïcité a été reconnu par la loi. L'Observatoire de la laïcité est une commission consultative placée auprès du Premier ministre et à qui il a été confié principalement 4 missions.
Notre première mission est de conseiller le gouvernement sur toute politique publique qui concerne la laïcité. Nous avons ainsi instauré, par exemple, la Journée nationale de la laïcité, le 9 décembre de chaque année, aidé à la rédaction et à la mise en place de la charte de laïcité à l'école, installé des référents laïcité dans la plupart des administrations, participé à des évolutions substantielles dans l'éducation nationale, vous le savez, mais aussi permis certaines évolutions législatives, comme par exemple l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle, le renforcement des contrôles de l'enseignement hors contrat et certaines évolutions importantes d'ordre réglementaire. Notre deuxième mission est d'observer, évidemment. Observer, c'est-à-dire chaque année, remettre au président de la République, au Premier ministre, un état des lieux très précis sur le respect ou non du principe de laïcité dans tous les secteurs, à travers un rapport annuel. Et pour ce faire, outre les remontées des administrations, des enquêtes qualitatives et quantitatives, ainsi que les auditions des acteurs de terrain que nous menons, nous nous déplaçons chaque semaine sur le terrain pour rester informés de tous les cas qui se posent concrètement. Et ainsi, nous avons pu être dans l'ensemble des départements français à travers plus de 900 déplacements. Notre troisième mission, eh bien, c'est d'informer le grand public et d'être à son service. Donc nous répondons ainsi à toute sollicitation et demande d'information sur la laïcité qui émane de citoyens, d'élus, d'associations, de collectivités locales, tout cela dans un délai maximum de 48 heures. On a aussi édité des guides pratiques pour notamment rappeler ce que la laïcité permet, mais aussi ce qu'elle interdit, et pour indiquer les réponses à toute problématique liée aux faits religieux ou à la laïcité dans différentes structures et dans différents domaines. On dispose aussi d'un site internet, un des plus visités de la plateforme gouvernementale, sur lequel vous retrouvez tous nos documents publics. Et enfin, la quatrième mission principale, celle de former le plus grand nombre. En ce sens, nous avons, vous le savez sans doute, demandé la multiplication des diplômes universitaires, les DU, laïcité et faits religieux. Il y en a maintenant 28 sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer. Nous avons recommandé puis co-conçu avec nos partenaires différentes formations à l'échelle nationale, le plus connu étant le plan Valeurs de la République et laïcité, sur lequel Perrine Simion reviendra tout à l'heure, qui est aujourd'hui piloté par le CGET, désormais ANCT, et le Centre national de la fonction publique territoriale. En tout, à travers nos différents plans de formation, nous avons directement ou indirectement formé plus de 300 000 acteurs de terrain. Alors, ceci étant précisé, sur le fond de notre sujet, disons-le tout net, le principe de laïcité est l'occasion de très nombreux débats, parfois des débats très vifs, voire violents. Il n'y a jamais eu intellectuellement une seule conception philosophique de la laïcité, parce que, nous le savons bien, chacun a toujours tendance, et a toujours eu tendance dans ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Mais le cadre juridico-politique laïque français ne peut pas connaître une application à géométrie variable selon les époques, les circonstances et les convictions des uns et des autres. Et donc, si depuis sa conception même, des visions intellectuelles ou philosophiques divergentes de la laïcité française s'affrontent, pour ce qui est de son application concrète et quotidienne, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne tous ici, nous devons nous en tenir à la laïcité telle qu'issue de l'histoire française, telle que définie par nos textes juridiques et telle que reprise par notre Constitution. De ce point de vue-là, il n'y a qu'une seule laïcité qu'il n'y a pas lieu d'adjectiver, ça ne ferait qu'en minorer la portée. Pour l'essentiel, la définition juridique de la laïcité française, elle découle de 5 textes. Les articles 1 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sur l'égalité des droits et sur la liberté de manifester ses convictions. On pourrait ajouter l'article 4 sur la limite de sa liberté individuelle, bien sûr, qui est la liberté d'autrui. Les lois Ferry de 1881 et 82, complétées par la loi Goblet de 1886, qui instaure l'école publique laïque. Et puis, bien sûr, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Tout cela est complété, vous le savez, par une jurisprudence abondante, en particulier du Conseil d'État, qui est considéré comme le véritable régulateur de la laïcité en France et qui permet de préciser l'application concrète de notre laïcité. Reste que du droit positif français, dans le débat public, on retient essentiellement la seule loi du 9 décembre 1905, même si d'ailleurs le mot laïcité n'y apparaît pas. C'est pour autant tout à fait normal, parce que c'est bien cette loi qui synthétise le cadre général laïque français. Celui-ci repose sur 3 fondements essentiels, qui ont été d'ailleurs rapidement évoqués par Madame la sous-préfète. D'abord, la liberté absolue de conscience.
Liberté de religion, liberté de culte, de laquelle découle aussi la liberté vis-à-vis de la religion, la liberté de manifester ses convictions, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, mais toujours dans les limites du respect de l'ordre public. Et donc en France, État laïque, on peut ainsi pratiquer et promouvoir une religion, mais on peut aussi la contester et la critiquer. Tout cela dans le respect mutuel. Deuxième fondement, la séparation. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, de laquelle, bien sûr, découle la stricte neutralité de l'État et de l'ensemble de l'administration publique, mais pas celle des usagers, nous y reviendrons. Troisième fondement, l'égalité. L'égalité de tous devant la loi et l'administration publique, quelles que soient leurs convictions ou croyances, garantie justement par cette stricte neutralité de l'administration publique, mais aussi parce que l'État laïque est dès lors tout à fait indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun. Que vous soyez 10 ou 10 millions à penser quelque chose, vous devez être considéré exactement de la même façon. Et c'est de cet ensemble de principes et valeurs que découle notre citoyenneté commune qui suppose les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous et qui contribue à l'idéal républicain de fraternité. C'est pour cela que la laïcité est ce principe qui, vis-à-vis des convictions, permet la parfaite déclinaison des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Mais cette laïcité, telle que je viens de la définir très rapidement, ne correspond pas à un système d'organisation particulièrement commun ailleurs dans le monde, ce qui peut créer d'importantes incompréhensions à l'étranger. Et d'ailleurs, nos polémiques nationales ont malheureusement d'importantes conséquences dans nos relations diplomatiques. Certains États se définissent néanmoins comme laïques, mais l'organisation de leurs relations avec les cultes peut en réalité être assez éloignée de la nôtre. Il ne s'agit donc pas, du moins le plus souvent, de la même laïcité. Reste pour autant que certains États connaissent un système laïque très proche du nôtre, et ce d'ailleurs, quelle que soit la religion qui est majoritaire au sein de leur population. Nous y reviendrons, si vous le voulez, dans nos échanges. Pour comprendre comment notre principe de laïcité s'applique dans notre pays, il s'agit d'abord de rappeler qu'il découle d'une longue histoire singulière. Le défi essentiel de la laïcité est d'être un formidable outil de cohésion nationale. L'histoire de France a en effet montré combien notre laïcité a finalement permis l'apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des guerres de religion, des persécutions, puis des discriminations à l'encontre des minorités. Durant plusieurs siècles, les sujets qui n'adoptaient pas la religion du roi, le catholicisme dans cet État français qui n'était pas laïque, étaient persécutés en raison de leur foi ou d'ailleurs de leur absence de foi. On pense aux protestants, on pense aussi aux juifs ou aux libres penseurs. Ces conflits extrêmement violents au sein de la population française ont conduit à la nécessité de réfléchir à comment assurer la paix civile. Et comme vous le savez, c'est la Révolution française qui a fait émerger la laïcité, même si bien sûr le mot n'existait pas encore, comme une liberté, fille du mouvement philosophique des Lumières, qui a initié la théorisation de ce qui allait devenir la laïcité en partant de la pensée de philosophes précurseurs que vous connaissez bien, le Hollandais Baruch Spinoza, le Français protestant Pierre Bell et le Britannique John Locke, développés entre 1670 et 1689. Si la première séparation des églises et de l'État en France date seulement du décret de François-Antoine de Boissy-d'Anglas, lui-même protestant d'ailleurs, en 1795, eh bien, il faudra en plus attendre 1905, la loi de 1905, pour qu'elle soit définitivement adoptée. Puisqu'entre-temps, l'État n'était plus laïque, reconnaissait et rémunérait certains cultes seulement sous le régime du Concordat et des articles organiques signés en 1801 et 1802 par Bonaparte, et puis octroyait une place considérable à la seule Église catholique dans l'éducation des enfants. Et là, on se souvient évidemment de l'opposition virulente de Victor Hugo, notamment contre la loi Fallou. Et cela jusqu'aux lois Ferry et Goblet de la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, justement, et au début du XXe, période où éclate l'affaire Dreyfus, un sentiment de haine à l'encontre des minorités, les juifs en particulier, mais aussi à nouveau les protestants, les francs-maçons et les libres penseurs, est très présent dans le débat public. C'est à cette époque que se trouve exacerbé ce que l'on appelle le conflit des deux France, entre celle qui se revendique fille aînée de l'Église, qui était également souvent, pas toujours, mais souvent monarchique, et celle qui se réclame de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, également souvent, pas toujours, mais souvent, anticléricale, voire anti-religieuse.
Et puis finalement, après plus d'un siècle de lutte, d'avancée et de recul de la laïcité, nous avons la célèbre loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, qui s'impose comme une loi de compromis conclue essentiellement grâce à la détermination des députés Aristide Briand, rapporteur de la loi, de Ferdinand Buisson, qui était président de la commission parlementaire, Francis de Pressensé, fondateur par ailleurs de la Ligue des droits de l'homme, Jean Jaurès, évidemment, célèbre député du Tarn, et avec plus tard le soutien important au Sénat de Georges Clemenceau. Cette loi de 1905, elle fait prévaloir en France une laïcité qui permet de fixer un cadre commun à tous, que l'on soit croyant ou incroyant ou indifférent. C'est une loi qualifiée par ses auteurs de liberté, tout en fixant bien sûr des limites pour assurer le respect du cadre collectif, et par laquelle l'État devient indifférent aux convictions ou aux croyances de chacun. Néanmoins, vous le savez sans doute, il faudra à cette époque attendre 1924 pour que le Vatican accepte d'appliquer la loi et 1945 pour que l'Assemblée des évêques de France la reconnaisse formellement. On pourra y revenir si vous le voulez, puisque ça a créé quelques difficultés aujourd'hui sur la gestion des lieux de culte. Après le deuxième conflit mondial, durant lequel le régime de Vichy est largement revenu sur la laïcité, commence alors une importante querelle que l'on a appelée la guerre scolaire à propos du subventionnement public d'écoles privées confessionnelles. Et puis on le sait, si la question scolaire n'est évidemment pas la seule, elle reste effectivement très présente dans les débats sur la laïcité française. Le 18 septembre 89 naît la célèbre affaire de Creil, le principal d'un établissement scolaire, un collège de Creil en Hauts-de-France, interdit à 3 jeunes filles musulmanes d'assister aux cours parce qu'elles portent un voile. Donc beaucoup de débats ont suivi entre partisans du dialogue et partisans de l'interdiction. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Le 27 novembre 89, le Conseil d'État rend un avis dans lequel il estime que le port d'un signe religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité dès lors qu'il n'est pas accompagné d'un comportement prosélyte. Cela n'éteint pas le débat qui se prolonge très longuement, qui se prolonge jusque au rapport de la commission présidée par Bernard Stasi et qui conclut, pour clarifier la situation, à la nécessité d'une loi. Il s'agit, vous le savez, de la loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics, puisque cette loi ne s'applique pas dans le privé, le port de signes ou de tenues par lesquels ces élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Alors il ne s'agit donc pas d'une obligation de neutralité qui est imposée aux élèves, comme on le croit souvent à tort, mais d'une obligation de discrétion forte. Et par cette loi qui, en quelque sorte, constitue un prolongement des circulaires Jean Zé de 36 et 37, qui interdisaient toute propagande politique, commerciale et confessionnelle à l'école, il s'agit, dans ces espaces scolaires et dans une phase d'acquisition des bases du savoir, à un âge où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, de préserver les enfants et adolescents de pressions qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe et d'éviter les conflits entre ceux qui les porteraient et ceux qui ne les porteraient pas. Et c'est pourquoi la commission Stasi avait rappelé que cette loi n'a pas vocation à s'appliquer à des personnes majeures, notamment à l'université, où l'on a affaire à des adultes disposant de leurs droits et ayant choisi librement de suivre un cursus universitaire, dès lors néanmoins que ces étudiants respectent le bon fonctionnement de l'établissement et de ses cours et qu'ils ne font pas de prosélytisme. Et là, il faut rappeler que le prosélytisme ne se caractérise pas par le simple port d'un signe religieux, mais par le comportement, par les paroles, par les écrits qui visent à faire adhérer à ses propres convictions. On peut aussi évoquer la loi du 11 octobre 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage en public, mais il faut rappeler que ce n'est pas une loi qui se fonde sur le principe de laïcité, c'est une loi qui se fonde sur 2 autres principes, sur le principe de sécurité publique et, pour reprendre l'expression du Conseil constitutionnel, sur le principe du respect des exigences minimales de la vie en société. C'est-à-dire, en gros, que l'on doit, d'une part, pouvoir identifier une personne dans la rue et, d'autre part, savoir à qui l'on parle. D'ailleurs, cette loi, même si au départ, bien sûr, elle concernait d'abord le voile intégral, juridiquement, elle concerne toute dissimulation du visage, comme avec un casque, un masque ou une cagoule, par exemple. Si l'on constate toujours aujourd'hui des difficultés à définir la laïcité française, c'est en raison des confusions que j'ai évoquées, mais aussi parce qu'elle se vit au quotidien, sur le terrain, et vous en savez quelque chose. Pour comprendre comment s'applique le principe de laïcité en assurant un équilibre entre liberté individuelle et respect absolu du cadre collectif, il faut clairement distinguer 4 espaces.
D'abord, l'espace personnel privé, c'est-à-dire en fait le domicile privé ou le lieu de rencontre privé. Un espace où la liberté de manifester ses convictions est absolue, où l'on est totalement libre, sous la seule réserve, bien sûr, du respect de la loi commune, par exemple, en évitant tout trouble du voisinage. Ensuite, vous avez l'espace administratif, c'est-à-dire l'espace de l'État, celui des collectivités locales, des services publics, de tous les lieux qui hébergent une mission de service public. Dans cet espace, les bâtiments, leurs façades, leurs murs, et les agents publics et tous ceux, même de droit privé, qui exercent une mission de service public, sont soumis à la neutralité. Pas les usagers ou personnes accueillies qui, eux, voient la laïcité leur garantir la liberté de manifester leurs convictions, mais dès lors qu'il n'y a pas de prosélytisme ni perturbation du service. Avec, bien sûr, le cas particulier des élèves, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont, eux, soumis à un certain encadrement. Le troisième espace, c'est l'espace social privé. Vous en parlerez cet après-midi, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble comme l'entreprise privée ou l'association privée qui n'est pas investie d'une mission de service public. La liberté de manifester ses convictions est garantie dans cet espace, mais sous de nombreuses réserves. Respect des règles d'hygiène, de propreté, de sûreté, de sécurité, mais aussi respect des intérêts économiques et de la bonne marche de l'entreprise ou de l'association. Et d'ailleurs, tout prosélytisme peut y être interdit. Donc pour faire simple, dans cet espace, la manifestation d'une appartenance religieuse peut être encadrée. Elle peut même être, dans certains cas, tout à fait interdite, mais toujours si cela est justifié objectivement. On n'agit pas sur le ressenti. On pourrait y revenir si vous le voulez. Et le dernier espace, c'est l'espace partagé, c'est-à-dire l'espace commun à tous. La rue, la place, les jardins publics ou la plage, par exemple. C'est l'espace public en général, mais à ne pas confondre avec l'espace administratif. Donc, dans cet espace commun à tous, il n'y a pas de police de la pensée. Chacun est libre, bien sûr, d'exprimer des opinions, de les manifester par des signes, dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public et ne les impose pas à autrui. Ça renvoie, bien sûr, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cet espace, du coup, les manifestations politiques, syndicales ou religieuses, on voit d'ailleurs qu'il y a davantage de processions aujourd'hui qu'hier, sont possibles, mais elles sont encadrées par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. De même, une prière de rue non déclarée à l'avance peut aussi être interdite, du coup, si elle empêche toute circulation, par exemple. Les règles qui découlent du principe de laïcité et qui concernent l'expression des convictions ne s'appliquent donc pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a. Et là, il faut bien comprendre que les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public représentent l'administration publique, et bien du coup ne représentent pas leur individualité, mais représentent bien cette administration publique en général qui doit servir de la même façon tous les citoyens de la nation dans sa diversité convictionnelle et sans distinction. Et donc ces agents, ces personnes qui exercent la mission de service public sont soumis à la neutralité dans leur comportement comme dans leur apparence. Neutralité que la jurisprudence a d'ailleurs toujours étendue à toutes les convictions religieuses, politiques, philosophiques ou syndicales, à l'exception évidemment des représentants syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions. Alors aujourd'hui, quel est le contexte général quant à l'application de notre laïcité ? Eh bien, avouons-le, durant les 35 dernières années, on a sans doute collectivement cru que la laïcité était une évidence pour tout le monde, que sa définition ne faisait l'objet d'aucune confusion et d'aucune contestation. Et en réalité, en abandonnant ce travail de pédagogie et d'explicitation de ce qu'est notre laïcité sur le terrain, eh bien, on a laissé le champ libre à la fois aux contestations et aux instrumentalisations de ce grand principe. Qui plus est, en période de crise multiples, sociale, économique, écologique, sociétale, d'identité dans la mondialisation, nous constatons une polarisation de la société française entre sécularisation et réaffirmation de marqueurs religieux. J'y reviendrai dans la prochaine table ronde avec Ismaël Ferrat. Nous constatons aussi, depuis une vingtaine d'années, en France et ailleurs dans le monde, des replis sur soi, des replis sur des valeurs traditionnelles et religieuses plus rigoureuses, des replis à caractère identitaire, des pratiques religieuses parfois tout à fait réinventées, et des pressions, voire des provocations contre la République. Tout cela étant souvent plus médiatisé qu'auparavant, et tout cela se concentrant en particulier dans des zones périphériques, dans des zones rurales et dans des quartiers où le sentiment de relégation sociale est très fort. En parallèle, il n'est dès lors pas surprenant de constater une forte crispation autour de la visibilité et de l'expression religieuse qui touche d'abord,
l'islam, mais qui s'étend désormais aux autres religions, essentiellement dans l'Hexagone, peut-être parce que la diversité et la religiosité sont plus fortes et plus habituelles dans la plupart des collectivités des Outre-mer. Et puis enfin, bien sûr, les conflits internationaux, le contexte des attentats islamistes que nous subissons et qui conduisent à d'importantes confusions ne sont évidemment pas étrangers à ces crispations. Reste que si les tensions sont évidentes, beaucoup renvoient à des difficultés qui en réalité ne sont pas directement liées à la laïcité. Et de fait, la laïcité devient trop souvent un concept fourre-tout pour définir des situations qui relèvent souvent d'une multitude de champs, tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité publique, l'incivilité ou encore l'intégration. Si tous ces sujets ne sont pas directement liés à la laïcité, son effectivité, de cette laïcité, suppose une lutte constante contre toutes les inégalités et discriminations, ça a été dit par Madame la sous-préfète, qu'elles soient de genre, urbaine, sociale, scolaire ou ethnique. Une attention particulière doit être portée sur la mixité sociale. C'est un vrai point de vigilance que nous vous portons, tant il est à la racine des vraies difficultés. Parce que s'il y a trop peu de mixité sociale, les individus sont amenés à se constituer en communautés relativement homogènes, porteuses du risque d'une pression sociale, notamment religieuse, sur les habitants. La commission Stasi le rappelait déjà en 2003. Et Jean Jaurès l'affirmait déjà en 1904 lorsqu'il déclarait « La République doit être laïque et sociale, mais elle ne restera laïque que si elle sait rester sociale ». Dans ce contexte complexe, nous ne devons surtout pas céder au culte du clash et de l'immédiateté comme le font bien trop souvent, reconnaissons-le, nombre de prescripteurs d'opinion, qu'ils soient chroniqueurs, intellectuels, journalistes, voire responsables politiques. Nous devons au contraire toujours prendre le recul nécessaire à l'analyse. Car oui, bien sûr, il y a des problèmes, je les ai évoqués. Mais outre qu'ils ne soient en rien généralisables, il ne sert à rien de les crier sur tous les toits sans y apporter la moindre solution. Ce qui est important, c'est d'apporter des solutions qui marchent. Et l'Observatoire de la laïcité, évidemment, est là aussi pour ça. Et une de nos premières tâches a été de trouver ces solutions et de réaliser une multitude d'outils pour les acteurs de terrain. Des outils qui rappellent le droit et quelle posture adopter selon la situation posée. De façon générale, même si cela s'améliore notamment grâce aux actions que nous portons tous ici collectivement, il est vrai que les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, qu'ils exercent une mission de service public ou pas, sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés, avec le risque de céder à deux attitudes qui sont incompatibles avec l'approche laïque. C'est-à-dire, soit tout autoriser, et favoriser ainsi des droits distincts et des replis inacceptables, soit tout interdire, et générer alors de nouvelles discriminations et des provocations en réaction. Le juste équilibre, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Un seul exemple ici, mais on pourra en aborder bien d'autres si vous le voulez. Celui de la restauration scolaire qui revient souvent dans l'actualité. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour la restauration collective en général. La meilleure des solutions dans une approche laïque est celle de l'offre de choix, à savoir repas avec et sans viande. On ne parle pas de plats de substitution. Évidemment, on ne fait pas non plus de plats confessionnels. Mais pas non plus de plats de substitution parce que cette expression renvoie à une conviction ou à un plat en particulier. On parle de menus différenciés, d'offres de choix, parce que cette offre de choix, elle permet à tous, qu'ils soient croyants musulmans, juifs ou hindous par exemple, qu'ils suivent un certain régime alimentaire pour des raisons de santé ou de conviction, qu'ils soient végétariens ou encore qu'ils n'aient tout simplement pas envie de manger de viande ce jour-là parce qu'ils en ont trop mangé la veille, de manger ensemble. Le plus important est de ne pas assigner les personnes à leur choix ou à leur conviction, et donc de ne pas les séparer selon ce qu'elles mangent. Il faut toujours préserver le repas en commun sur les mêmes tables, quel que soit le choix, c'est-à-dire avec ou sans viande, de menu. De façon générale, désormais, notez que face à d'autres phénomènes apparus ces dernières décennies dans le contexte social fragile que j'ai évoqué, de montée de revendications, de contestation, d'instrumentalisation du principe de laïcité, l'Observatoire de la laïcité a établi un rappel du cadre légal, déjà en réalité très consistant et tout à fait suffisant dès lors qu'il est connu et appliqué, permettant de poser des limites et de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société, y compris dans des situations pour lesquelles le principe de laïcité est invoqué à tort. À ce propos, on se souvient d'une affaire dont les médias ont largement parlé lors de la dernière présidentielle en 2017. Il s'agissait d'un bar PMU de Sevran qui aurait refusé de servir des femmes parce que femmes. Bon, outre qu'apparemment ce n'était pas le cas, mais ça aurait pu être le cas.
il ne s'agit pas directement d'un problème de laïcité. Reste qu'il est essentiel, si c'est avéré, de poursuivre le cafetier pour refus de vente sur motif discriminatoire à l'encontre des femmes. Et c'est pourquoi nous avons demandé que soit transmise une instruction de la chancellerie pour que devant chaque manquement aux exigences minimales de la vie en société constatées, les procureurs portent plainte au nom de la République. En résumé, sur toutes ces questions, y compris les plus sensibles, il faut savoir garder la tête froide et appliquer le droit avec fermeté et discernement. Il n'est pas nécessaire de transformer la laïcité en une série de nouveaux interdits, ce serait une fausse bonne solution et ce serait évidemment contre-productif, notamment, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que ça alimenterait un discours victimaire laissant penser que la laïcité serait discriminatoire, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, il faut simplement appliquer le droit avec fermeté, discernement, rien que le droit, mais tout le droit. Dans la posture de chacun, il faut garder en tête que la laïcité doit rester un outil incontestable d'émancipation et de rassemblement dans la République. Il n'est plus question de s'abstenir d'un travail constant de pédagogie qui, dans le passé, a été trop souvent délaissé. En parallèle, il faut promouvoir toutes les actions qui renforcent la cohésion nationale, évidemment. Lutte contre le chômage, lutte pour l'intégration sociale, large développement du service civique, mise en place effective de l'enseignement moral et civique à l'école que nous avons co-conçu en 2015, etc. Multiplication, bien sûr, des sensibilisations et des formations à la laïcité pour tous les acteurs de terrain, enseignement laïque des faits religieux et des courants de pensée à l'école, etc., etc. Et puis par ailleurs, en prévention de tout discours religieux, de haine, de prosélytisme abusif qui serait contraire aux valeurs de la République ou appelant à ne pas respecter la loi, nous avons aussi mis en place certains dispositifs. Notamment, nous avons rendu obligatoire des formations à la laïcité pour tous les futurs aumôniers de toutes les religions et aussi pour les ministres du culte étranger qui viennent prêcher en France, notamment les imams fonctionnaires de pays étrangers, Algérie, Turquie ou Maroc, qui désormais, parce qu'ils doivent connaître le cadre laïque dans lequel ils exercent leurs fonctions, doivent être formés donc à cette laïcité. Et puis, il apparaît également nécessaire de rappeler que tous les jeunes Français doivent d'abord se sentir et s'affirmer citoyens français avant leur appartenance propre. Il faut donc qu'ils se sentent perçus comme citoyens français. Tel n'est pas toujours le cas, loin de là. Force est de constater que ce n'est pas le cas, notamment vis-à-vis de certains jeunes d'origine des Outre-mer, d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne ou d'origine asiatique. Ce sentiment d'appartenance passe notamment par l'éducation nationale, par la nécessaire diversité des mémoires. Notre pays est encore présent sur 5 continents et l'a été encore davantage par le passé. Son histoire est donc de fait empreinte de très nombreuses cultures, de cultures créoles, africaines, asiatiques et de bien d'autres. Mais qui connaît pourtant, chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, des personnalités telles l'émir Abdelkader, Déo Ventry, Léopold Sédar Senghor, le plus connu quand même, Sardar Garriga ou encore Henri Sédan Barhoum. Trop peu de Français. Et pourtant, ces personnalités, toutes d'origine géographique et de confession, ou de non-confession d'ailleurs, différentes, ont toutes joué un rôle très important dans notre histoire commune et ont toutes été décorées par notre République laïque. Alors, n'ayant de cesse de le rappeler, avec la laïcité, l'État ne fait plus de distinction entre ses citoyens. Il ne sépare plus une majorité de différentes minorités. Il n'y a que des citoyens français à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Et ainsi, la France a tiré des leçons de son histoire mouvementée et fait de notre diversité non pas une source de division violente, mais une richesse pour que tous nous puissions ensemble faire nation. Je vous remercie. Et donc, je crois qu'on dispose d'un quart d'heure pour Tout à fait. des questions. On dispose de 10-15 minutes d'échange. Donc, si vous avez des questions, ça peut également permettre aux derniers arrivants de s'installer, c'est de trouver une petite place dans les rangs, ce qui nous permettra aussi de circuler plus facilement. Merci, en tout cas, pour ces propos de cadrage. Alors, qui souhaite se lancer sur une première question ou réaction? J'ai vraiment pas tout dit, donc... Oui. Alors, moi, je vais reprendre le début, ce que vous avez dit. La loi de la République est la même pour tout le monde. Ben, ça, c'est de la croyance, c'est pas du savoir.
mais je vais argumenter. Vous avez parlé de géométrie variable, c'est aussi de la croyance. Je vais argumenter. Donc, quand on dit que les lois sont les mêmes pour tout le monde, moi je vais prendre les exceptions. Le Concordat, la Guyane, les lois Descraques-Mandel, et je dois en oublier certainement, il doit y en avoir d'autres. Ouais. Donc, la Constitution de 58, elle dit que les citoyens sont égaux. Là, c'est pas le cas du tout. Donc, est-ce que vous pouvez déjà me répondre là-dessus? Bien sûr. Alors attention aussi, même dans le cadre de ces régimes dérogatoires, les citoyens sont traités de la même façon. Mais effectivement, en France, il y a à peu près 4 millions de Français qui ne sont pas soumis directement à la loi de 1905. Ça, c'est lié en effet à notre histoire. Vous le savez, par exemple, l'Alsace-Moselle, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, sont des départements qui, lors de l'adoption de la loi de 1905 et des lois Goblet et Ferry, à la fin du 19e, n'étaient pas des départements français, ils étaient des départements prussiens et allemands. Et donc, en effet, subsiste un régime dérogatoire qui est un mélange de concordat et de droit local allemand. Pour autant, nous avons, même si il est très complexe de rayer d'un trait de plume tout ce système, parce que les habitants de ces départements y sont très attachés, pas forcément parce qu'ils sont plus croyants, ils ne sont pas plus croyants que les autres Français, mais simplement parce que c'est régional, c'est historique. Il n'empêche, nous avons fait évoluer les choses pour que sur les faits les plus concrets, nous soyons sur le même modèle dans la France de l'intérieur, comme ils l'appellent, et chez eux. Par exemple, désormais, l'enseignement religieux à l'école, là-bas, est optionnel. Alors qu'il ne l'était pas vraiment au départ, c'était très complexe parfois pour sortir d'un enseignement religieux qui était souvent quasi imposé dans les établissements scolaires. Désormais, c'est un enseignement optionnel. Vous cochez une case pour savoir si vous le suivez ou pas avant de commencer votre année. Par ailleurs, nous avons aussi abrogé le délit de blasphème qui existait encore dans ces départements, même si heureusement il n'avait pas été mis en pratique. Donc il n'y a plus de délit de blasphème en France, notamment, y compris en Alsace-Moselle. Également, nous avons rendu la peine encourue lorsque vous perturbez un office religieux là-bas est exactement sur la même peine que celle prévue par la loi de 1905. Auparavant, vous risquiez jusqu'à 3 ans de prison, ce qui était quand même assez lourd. Ce n'est plus le cas, c'est une amende de 5e classe. Donc on a, sur les points essentiels, fait évoluer bien sûr la situation. Après, vous avez la Guyane, en effet, où là, vous n'avez qu'un culte qui est subventionné et reconnu, c'est le culte catholique à la charge du conseil départemental. Un accord a été trouvé entre l'Église catholique en Guyane et le département pour qu'à terme, l'Église catholique reprenne à sa charge son culte. Même si l'évêque de Cayenne a quand même précisé que, selon lui, les fidèles guyanais ne donnaient pas assez pour prendre en charge ces lieux de culte. Bref, normalement, un accord a été trouvé, nous verrons comment ça évolue et éventuellement nous interviendrons. Ensuite, effectivement, vous avez les territoires tels que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. Mais là, on ne peut pas en effet changer les choses, tout simplement, vous le savez, parce qu'il y a une autonomie reconnue par la Constitution pour ces territoires et qui ne souhaitent pas, à ce stade, changer leurs dispositions vis-à-vis de la laïcité. Vous avez Mayotte aussi. Alors Mayotte est un département français désormais, vous le savez bien. Là, vous avez deux régimes qui coexistent, le régime de droit commun et le régime de droit local. Voilà. Donc, vous avez cette coexistence, avec néanmoins une justice désormais qui est généralement de droit commun, même si les cadis qui ont encore un rôle de conseil et de lien social avec la population, si je puis dire. Mais il n'y a plus de cadis fonctionnaires, enfin si, ceux qui ne sont pas encore à la retraite, mais sinon il n'y en aura plus une fois qu'ils seront à la retraite. Donc, vous voyez, il y a des évolutions importantes qui ont été menées et qui continuent. Sur les QPC ? Oui, les QPC, en fait, ont simplement confirmé, en 2013 en particulier, le Conseil constitutionnel, qu'effectivement, le régime dérogatoire Alsace-Moselle n'était pas inconstitutionnel en ce sens où le constituant, en 1958, a accepté de mettre à part ce régime-là. C'est tout. Donc, il n'est pas inconstitutionnel. Pour autant, il n'est pas possible de l'élargir, ce régime dérogatoire. On ne peut que le réduire jusqu'à un régime homogène, français. On ne peut pas l'élargir. Oui, il y a encore un financement des cultes sur place, bien entendu, en région du...
Non, il n'y a pas de financement direct des cultes en France. Ce qu'il y a, alors là, c'est très complexe. On peut y en parler, effectivement. Il n'y a pas de financement des cultes. Ce que vous avez, d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est qu'effectivement, comme vous le savez, en 1905, l'Église catholique a refusé de créer des associations cultuelles pour reprendre ses lieux de culte, notamment, et gérer son culte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Nouvelle loi en 1907 et 1908, et puis finalement, les lieux de culte, pour faire simple, les églises catholiques, pour faire simple, sont restés propriété de l'État. Aujourd'hui, en effet, les collectivités locales continuent du coup de devoir prendre à leur charge les dépenses nécessaires de ces lieux de culte, qui n'appartiennent pas à l'Église, mais à l'État, mais qui sont affectés au culte catholique. Donc, en effet, c'est une charge lourde pour beaucoup de collectivités que de devoir réparer, par exemple, des églises dont le toit risque de s'effondrer, etc. Tout cela est à la charge des collectivités. Pour autant, les collectivités ne peuvent pas, en revanche, financer des embellissements, des agrandissements ou ce genre de choses. Ce sont les dépenses nécessaires. Et du coup, pour rétablir une sorte d'égalité entre tous les cultes, la jurisprudence du Conseil d'État a admis ensuite d'autres tempéraments pour les autres cultes, quelque part, qui sont utilisés pour les autres cultes, c'est-à-dire que, depuis quelque temps maintenant, vous pouvez, par exemple, contracter des baux emphytéotiques administratifs, des BEA, pour mettre à disposition un terrain pour construire un lieu de culte d'un autre culte. Ça a beaucoup servi, par exemple, pour le culte musulman, ça peut servir pour le culte évangélique protestant, etc., avec un loyer modique versé chaque mois par le dit culte. Voilà. Vous avez aussi la possibilité pour les collectivités locales de garantir des emprunts dans les zones nouvelles d'urbanisation pour la création de nouveaux lieux de culte. L'État ne paie pas, la collectivité ne paie pas, mais elle garantit les emprunts. Donc effectivement, il y a ces dispositifs-là, mais ce n'est pas directement du subventionnement public. Quoi donc ? Directement, bien sûr. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Et puis après, il peut y avoir recours, bien sûr, devant les tribunaux administratifs s'il y a subventionnement direct d'un culte. Et nous avons une question ici. Oui, rebonjour. Bonjour. Quel est le pays le plus proche de la France en termes de laïcité ? Alors, il y en a deux, je dirais. En termes de laïcité, vous avez le Mexique et l'Albanie. Alors, le Mexique, c'est très ancien. D'ailleurs, on est très chauvin, donc on met toujours en avant notre loi. Mais par exemple, vous avez les lois de réforme au Mexique qui ont été élaborées à partir de 1856, moitié du XIXe siècle, et qui déjà élaboraient les registres civils, la séparation, etc. Alors nous, on avait déjà des dispositifs qui dataient de la Révolution française, mais on n'avait plus de séparation. La séparation n'est revenue définitivement qu'en 1905. Le Mexique l'a acté définitivement en 1856, donc c'est assez ancien. Et c'est vraiment un régime très proche du nôtre, même si l'Église catholique et maintenant certains courants évangéliques ont depuis une vingtaine d'années des influences fortes quand même sur les affaires politiques. Mais effectivement, c'est un système juridique qui est très proche du nôtre. L'Albanie aussi. Donc le Mexique, c'est par ailleurs un pays à majorité chrétienne, hein. Et l'Albanie, alors là, c'est plutôt un pays à majorité musulmane. Pareil, vous avez un système de laïcité assez fort, avec une séparation également des cultes et de l'État, une reconnaissance de la liberté de conscience, etc., etc. Un système assez proche du nôtre. Après, vous avez d'autres systèmes qui sont finalement assez proches du nôtre, mais qui ne sont pas aussi proches du nôtre. Généralement, le système le plus commun dans le monde, c'est le système collaboratif. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un État qui reconnaît les principaux cultes pratiqués dans le pays et qui va les aider si nécessaire, voire les subventionner, mais qui, quoi qu'il en soit, va reconnaître la liberté de conscience pour tous et la liberté de changer de culte, d'exprimer des croyances, quelles qu'elles soient, etc. Reste que dans ces systèmes, si on peut émettre un défaut, c'est que vous avez du coup des églises, des organisations religieuses constituées qui vont être aidées et d'autres qui sont certes très minoritaires, mais qui existent, qui elles ne seront pas du tout aidées. En France, aucune n'est aidée, enfin, elles sont toutes considérées de manière égale. Il n'y a pas de subvention, de lien quelconque. Après, vous avez des États laïques qui se disent laïques, mais la laïcité est très différente. La Belgique est un État laïque, sauf que c'est pas pareil, parce que la laïcité belge, c'est une sorte de ce qu'on appelle la laïcité organisée, c'est une sorte de conviction sur le coup. Alors que nous, c'est pas une conviction, de conviction qui va rassembler tous ceux qui ne se réclament d'aucun dogme. Donc c'est très différent, parce qu'en fait, les laïcs
belges vont être assimilés à des libres penseurs, pour faire simple, qui vont disposer des mêmes droits que les autres croyants. Alors qu'en France, c'est absolument pas le cas. La laïcité englobe tout le monde, que vous soyez croyant ou pas, vous êtes laïque, en ce sens où on est partisan du système laïque, qui permet effectivement de garantir la liberté, l'égalité, la fraternité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout le monde, au niveau des convictions. Après, vous avez aussi la Turquie. La Turquie est un État laïque depuis, bien sûr, Mustafa Kemal, les années 20. Sauf que depuis Mustafa Kemal, il n'y a jamais eu de séparation. Kemal considérait la laïcité turque comme quand même plutôt une laïcité très gallicane, un petit peu dans l'esprit de Combes à l'époque en France. Donc avec un contrôle du culte par l'État. C'est la Diyanet, c'est une sorte de ministère des Affaires religieuses qui contrôle les religions en Turquie. Donc il n'y a pas de séparation entre l'État et les cultes. Ce qui fait qu'on le voit bien depuis une dizaine d'années avec Erdogan notamment. Vous avez du coup, comme il n'y a pas de séparation, une possible instrumentalisation politique de la religion. C'est tout le défaut des systèmes dits laïques, mais qui ne sont pas séparatistes. Voilà en gros les différents systèmes. Après, vous avez les États-Unis, ça c'est très intéressant, parce que les États-Unis, juridiquement, ils sont très proches de nous. C'est paradoxal. Ils sont très séparatistes, depuis le premier amendement de 1791, donc avant notre premier décret de séparation qui date de 1795. Donc, il faut le savoir, en réalité, le système fédéral américain est très séparé des cultes. Et par exemple, même si ça peut évoluer avec les nouveaux juges de la Cour suprême, mais jusqu'à présent, l'État ou un État fédéral ne peut pas subventionner une école privée confessionnelle, ce que la France fait, vous le savez bien. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est interdit, par séparation. Mais en même temps, on le voit bien, c'est un pays tellement religieux, il y a tellement de croyants aux États-Unis qu'il n'apparaît quasi impossible d'être élu, par exemple, président des États-Unis sans être croyant. Et donc, le personnel politique manifeste largement ses croyances politiques. Mais il faut savoir que les fonctionnaires de l'administration fédérale, eux, sont soumis à la neutralité, comme en France, ce qui est très rare dans les pays. En général, c'est très rare que vous ayez une neutralité à la fois comportementale et d'apparence. C'est le cas pour la plupart des fonctionnaires des États-Unis comme en France, même si la religion est très présente en raison de cette religiosité très forte dans la société. Mais par exemple, on croit souvent qu'on doit prêter serment là-bas sur la Bible. Non, en fait, vous prêtez serment sur n'importe quel texte, sur le texte que vous souhaitez. Il y a tout un tas de choses qu'on oublie. Mais il est vrai que cette séparation américaine a été pensée dans une logique très différente de notre séparation. En France, il s'agissait de se libérer d'une tutelle de l'Église catholique sur la vie sociale et politique de notre pays et qui a imposé des droits distincts et qui faisait que ceux qui n'étaient pas catholiques étaient discriminés, voire persécutés. Donc pour rétablir l'égalité des droits, alors qu'aux États-Unis, il s'agissait, si vous voulez, pour des populations immigrées qui d'ailleurs souvent fuyaient des persécutions religieuses, d'installer, lorsqu'ils sont créés les États-Unis, un État qui ne les enquiquine pas sur leurs pratiques religieuses. Donc ils mettaient plutôt en avant cette liberté religieuse, parce qu'ils ne voulaient surtout pas être embêtés par un futur État, et c'est pour cela plutôt qu'ils ont voulu cette séparation très nette entre l'État et les religions. Après, je pourrais aussi citer des États comme le Sénégal, qui est un État aussi assez proche du nôtre en termes de laïcité, même si la religion est quand même très présente parce que la très large majorité, quasi-totalité de la population se dit croyante. Et donc, en effet, il y a quand même une influence forte sur les affaires publiques. Il y a aussi le Mali, d'autres pays de ce type, qui sont d'ailleurs en majorité musulmane dans la population, qui sont laïques dans leur constitution, mais avec des influences fortes quand même, en raison de la force de cette religiosité. C'est pareil avec le Brésil dans ce sens inverse, entre guillemets, puisque là, le Brésil, c'est plutôt un État à majorité chrétienne, censé être laïque aussi dans sa constitution, enfin qui est laïque dans sa constitution, mais qui est sous pression forte des religions sur les affaires publiques, et de plus en plus d'ailleurs depuis l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro, qui lui-même assume le fait qu'il a envie de revenir sur cette laïcité. Oui. Je sais pas si... Alors, j'ai le micro, donc je vais pas faire mes remarques. Vous avez insisté effectivement sur la République, vous avez parlé de laïcité, et de non-subventionnement. Bon, dans la France de l'intérieur, parce que effectivement, en Alsace-Moselle, les prêtres, les rabbins, les pasteurs. Donc, mais c'est un accord 1924. On sait bien le cartel des gauches. Enfin, on est revenu, on a accepté la poursuite. Mais vous avez parlé également de la Guyane. Bon, effectivement, mais là, par rapport à la République, je ne comprends pas très bien comment une ordonnance du roi Charles X peut avoir une prédominance sur les lois de la République, parce que c'est bien ça ce qui se passe en Guyane. Deuxième chose, vous avez parlé du non-subventionnement
des lieux de culte qui ont été construits après 1905, c'est en contradiction quand même avec la loi, je crois que ça doit être du 25 décembre 1942, donc loi de Pétain. Il ne me semble pas qu'une loi de Pétain soit une loi de la République. Voilà, donc simplement quelques remarques. Puis après, j'aimerais aussi avoir... Le problème actuellement, c'est toute la séparation entre le culturel et le cultuel. Exemple, quand on met des crèches de Noël dans les mairies, mais autrement aussi, quand Anne Hidalgo fête la fin du jeûne du Ramadan dans la mairie de Paris. Est-ce qu'on est dans le culturel? Est-ce qu'on est dans le cultuel? Oui, alors bon, sur les subventions, oui, j'en ai déjà dit un mot. Il faut savoir que l'ordonnance dont vous parlez, elle s'inscrit malgré tout dans la continuité de l'État et donc dans le droit. Donc c'est du droit commun. Mais effectivement, après, on peut contester le fait de poursuivre ces dérogations. C'est une survivance historique. C'est une survivance historique que jusqu'à présent, parce que ça a bougé, les populations concernées ne souhaitaient pas remettre en question. En Alsace-Moselle, c'est toujours le cas. En Guyane, c'est moins le cas. Donc, comme je vous le disais, des ententes politiques et entre dirigeants politiques et représentants de la collectivité publique et les représentants du culte, en l'espèce catholique, se sont entendus pour aboutir à la fin de cette survivance historique. On verra ce qu'il en est. Et si en effet rien n'aboutit et que des contentieux continuent, alors peut-être qu'il faudra faire évoluer le droit. Mais effectivement, on n'est pas dans une logique de vouloir, d'un trait de plume, mettre un terme à des survivances historiques si elles sont acceptées par les populations locales dans des territoires bien particuliers. Mais évidemment, reste que sur des points majeurs qui touchent directement les citoyens et qui ne concernent pas que l'administration publique dans sa capacité de subventionnement. Là, nous avons fait évoluer les choses, j'en ai parlé pour l'Alsace-Moselle notamment. Et en rappelant d'ailleurs que même dans ces collectivités-là, la neutralité de l'État s'applique. Évidemment, la neutralité de la fonction publique s'applique. Mais bon, vaste sujet, mais qui effectivement touche aux idées et convictions de chacun. Ensuite, concernant la frontière mince entre le culturel et le cultuel. Après, oui, vous avez... mais en fait, vous avez eu une remise en cause par le régime de Vichy de certaines dispositions qui aujourd'hui n'ont plus vraiment lieu. Vous avez effectivement eu un avantage sur surtout l'enseignement, c'est plutôt sur l'enseignement qu'il y a eu un avantage donné, les congrégations, l'enseignement privé. Bon, là encore, il y a un grand débat. Je crois que on n'est plus dans une logique, en effet, autant séparatiste, il est vrai, qu'au début du siècle, en 1905. Après, ça renvoie à un vrai débat politique que de vouloir revenir sur un modèle séparatiste plus strict, notamment concernant l'enseignement, sachant que vous avez quand même la liberté d'enseignement, qui est aussi reconnu par la Constitution. Vaste sujet, on pourra en parler des heures si vous voulez, mais on en parlera après si vous voulez. Et non, mais ça non. Justement, sur les financements des bâtiments cultuels, ce que vous avez simplement qui a été amendé, c'est un amendement, c'est juste que effectivement, ce sont toutes les dépenses nécessaires qui peuvent être prises en charge. Mais, comment dire, les dépenses nécessaires, je le répète, c'est tout ce qui relève, tout ce qui peut mettre en cause la responsabilité du propriétaire. Donc, en effet, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités locales sont propriétaires d'un certain nombre de bâtiments cultuels. S'il y a un risque d'accident, l'État est responsable et la collectivité est responsable. Donc en effet, il est considéré que l'État doit prendre à sa charge ces dépenses nécessaires. Voilà. Qui a été amendé. Non. Alors en fait, après... Non, si vous voulez, oui, vous avez une possibilité, lorsqu'il y a un intérêt public local ou lorsque c'est une inscription au patrimoine national, historique, etc. Mais alors là, c'est encore autre chose. Mais oui, mais là, c'est encore autre chose. Effectivement, par exemple, Notre-Dame de Paris est effectivement subventionnée par l'État. C'est un patrimoine, c'est classé au patrimoine national. Lorsque ça devient un monument historique, en effet, vous avez des possibilités plus fortes de subventionnement public.
on en revient, si vous voulez, à la limite entre cultuel et culturel. Encore que moi, je la vois pas je la vois pas sur ce sujet-là. La difficulté sur le cultuel et le culturel, c'est plus, par exemple, sur des activités. On le voit bien avec la construction de nouveaux lieux de culte, notamment les mosquées. Qu'est-ce qui relève du cultuel? Qu'est-ce qui relève du culturel? Effectivement, vous le savez, l'État, enfin la collectivité, peut subventionner ce qui relève du culturel. Sauf qu'en effet, il est vrai que parfois, ce culturel devient cultuel. Donc si ça devient cultuel, il faut en effet le contester et en effet aller devant le TA, devant le tribunal administratif pour effectivement faire condamner cette entente qui n'est pas correcte vis-à-vis du principe de séparation. C'est juste. Effectivement, là, il faut être très vigilant sur ce qui est du cultuel et du culturel, et c'est pour ça qu'il faut toujours demander une séparation des associations concernées. Il faut qu'il y ait une association loi 1905 qui gère le lieu de culte, l'activité cultuelle, et il faut faire une association loi 1901 qui gère l'activité culturelle. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait bien, en effet, trop souvent, vous avez une loi 1901 qui gère toutes les activités, qui a à la fois un objet cultuel et des objets socio-culturels. Et c'est là que ça crée une vraie confusion, vous avez raison. C'est pour ça qu'en 2016, l'Observatoire a émis un avis pour pousser à des contrôles renforcés sur les lois 1901 qui ont un objet cultuel et en réalité les pousser à se transformer en loi 1905, puisque si les lois 1901 n'ont plus que tous les désavantages des lois 1905 sans en avoir les avantages, évidemment elles vont se tourner vers la loi 1905, ce qui permettra de clarifier la situation. Vous avez tout à fait raison, c'est très important. Donc cet avis a été pris en considération par le gouvernement, puisque vous le savez, il y a une réflexion en cours sur cette question-là, pour justement renforcer cette séparation entre loi 1901 et loi 1905 et éviter cette confusion qui est effectivement très courante sur le terrain et qui ne doit pas perdurer, je suis bien d'accord. Alors on va prendre une dernière question en haut avant d'avancer sur le programme. Oui, merci monsieur. Monsieur le rapporteur général, en cette terre où nous nous trouvons aujourd'hui à Roubaix, marquée par le personnalisme chrétien du courant de Mounier, qui a notamment largement inspiré aussi l'idéal européen et de la démocratie chrétienne plus prosaïquement. Ouais. J'ai une question au fond, ou une question si on a le temps si vous avez le temps de me répondre, sinon au moins une remarque. En élargissant le regard au-delà de nos frontières strictement hexagonales, au fond, n'y a-t-il pas eu, ou n'y aurait-il pas eu, une forme de sillon inversé historiquement vis-à-vis de la construction européenne, à savoir que lors du traité de Rome, me semble-t-il, sinon après dans d'autres traités, il me semble quand même que la laïcité des institutions européennes est affirmée et qu'elle existe pleinement, à savoir que la neutralité aussi de ces fonctionnaires comme des institutions, les fonctionnaires européens des différentes institutions européennes comme des institutions elles-mêmes, est garantie quasi à l'identique de celle de la France. Oui. Et vous vouliez dire quoi, qu'on est dans le sens inverse? Non, je voulais dire que je pense qu'il ne faut pas oublier non plus le niveau européen, oui, le niveau supranational, qui est pleinement laïque, que souvent on oublie du fait qu'on a tendance à regarder la laïcité uniquement du point de vue de la France et d'oublier que nous avons quand même un peu essaimé, ça je parlais un peu de sillon, essaimer ou sillonner comme on voudra. Raison. Voilà. C'est juste. Oui, c'est juste. Et puis effectivement, encore aujourd'hui, effectivement, faut pas être trop négatif, parce que lorsqu'on arrive à bien expliquer ce qu'est notre laïcité, lorsqu'elle n'est pas comprise, comme c'est trop souvent le cas, en effet, ça a été dit tout à l'heure par Madame la sous-préfète, comme quelque chose d'anti-religieux ou d'anti-ceci ou cela, ou d'anti-telle communauté religieuse, en particulier l'islam ou autre. Évidemment, lorsqu'elle n'est pas comprise comme telle, elle est tout à fait acceptée, et bien acceptée, et elle peut se développer. Et en effet, nous recevons énormément de délégations, notamment européennes, de pays européens, qui réfléchissent à une évolution qui tendrait vers notre laïcité. Alors peut-être pas en allant jusqu'au bout de notre laïcité, qui est quand même extrêmement théorisée et juridique, mais quand même en tendant vers cela. Mais c'est pas que. Alors il y a l'Europe, il y a aussi en Afrique où ça se développe, parce qu'il y a une volonté, là encore, d'assurer la paix civile, la paix sociale dans des pays qui connaissent d'importants conflits entre communautés religieuses. Donc comment faire pour assurer une communauté nationale dans ce contexte-là? La laïcité répond à cela et les intéresse très fortement, lorsqu'elle est bien comprise, là encore. Et puis vous avez des États comme le Québec aussi, bien sûr, qui sont très influencés historiquement par notre histoire commune et par la France, et qui dernièrement a encore aussi fait une loi qui évolue en ce sens. Donc oui, il y a des évolutions un peu partout dans le monde qui tendent vers ce que nous on appelle notre laïcité. Et ça marche plutôt bien lorsqu'on explique bien ce qu'est notre laïcité. Si en effet
Et c'est tout le problème de nos polémiques nationales qui souvent sont très réductrices, très simplistes, très caricaturales et donnent à l'étranger une image de notre laïcité qui n'a rien à voir avec notre laïcité telle que définie par notre droit, qui donne plutôt une image d'une laïcité très virulente, violente, parfois, selon certains, attentatoire à certaines libertés, et du coup qui ne soutient pas son exportation. Mais lorsqu'on en parle avec pédagogie et sérieux, ce que l'on fait largement avec le Quai d'Orsay est représenté au sein de l'Observatoire de la laïcité, eh bien, en revanche, tout de suite, ça plaît nettement plus. On était très attaqué jusqu'à il y a 4-5 ans, la France, je veux dire, très attaqué par un certain nombre d'organisations internationales et nationales, d'autres États, sur notre laïcité, vue comme justement liberticide. On l'est beaucoup moins depuis 4-5 ans, parce qu'on a fait ce travail de pédagogie, d'explication de ce qui était vraiment notre laïcité. Donc oui, quand on en parle bien, ça marche bien, c'est sûr. Merci, je vous propose qu'on enchaîne avec la première table ronde et je vais appeler Ismaël Ferrat à nous rejoindre.